Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme toujours avec grand plaisir pour un nouvel épisode du podcast Entre deux mondes, ce numéro 113. Dans ce podcast, je vous présente ma compréhension de l'invisible, ma vérité donc, qui n'engage que moi et qui s'est construite au fil de mon éveil spirituel, de mes échanges avec des acteurs de ce monde, médiums, énergéticiens, canals, etc. Et aussi et surtout à travers mon activité professionnelle de praticien en hypnose transpersonnelle. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder ce qu'il se passe pour ce qu'on appelle les jeunes âmes, c'est-à-dire en l'occurrence, et de manière non péjorative bien sûr, les âmes qui n'ont pas encore l'expérience de ce que c'est que de s'incarner sur cette terre, et qui viennent donc la découvrir dans un premier cycle d'incarnation. Avant d'y revenir plus longuement, je vous diffuse donc un court extrait de séance d'hypnose transpersonnelle en lien avec ce sujet. Cette séance est une séance avec médium, et en l'occurrence Jennifer Cabot. C'est comme si elle se positionnait à un moment où ils venaient au monde, entre guillemets, et qu'elle leur préparait leur destinée, leur chemin d'incarnation. Des chemins d'incarnation pour les toutes jeunes âmes. D'accord, comme si du Heu, point de vue désincarné, elle aidait donc les toutes jeunes âmes à venir s'incarner, c'est ça? ouais, à préparer l'incarnation, mais préparer même plusieurs. C'est comme si elle pouvait préparer, je sais pas, 4 ou 5, les 4-5 premières incarnations. Comme si c'était un chemin obligatoire, tu vois? Il y a un C'est très protocolaire presque. En fait, c'est comme si dans chacune de ces incarnations-là, tu venais en fait positionner les premières découvertes en fait de ce qu'est, être un humain. Ils disent: elles sont pas normalement, elles sont pas compliquées ces incarnations-là, parce que tu viens découvrir, on me dit, beaucoup d'émotionnel, beaucoup les émotions, petit à petit, et c'est au fil des incarnations où ça va devenir plus compliqué, plus complexe, qu'on va mélanger des émotions, mélanger des choses. Mais c'est comme si les 5-10 premières incarnations, il y avait quelque chose de plutôt simple D'accord. pour pouvoir appréhender ce que c'est qu'un être Ouais. humain, de base, enfin, Ouais, comme si on était en c'est une sorte de stage découverte, quoi. on ouais, voilà. Stage en entreprise, allez hop, tu descends. Et ouais, et c'est comme si elle était sur ces elle travaillait sur ces incarnations-là. Et qu'est-ce qui la motive à aider, du coup, ces jeunes âmes à venir s'incarner, dans ces premières incarnations? Ils me disent: «Mais est-ce qu'elle est faite pour ça? Parce qu'elle aime ça? Parce que c'est sa place? Parce qu'elle a une âme de mère, en fait». Elle a le côté mère, mais elle a un côté très, planificatrice aussi. Elle me met ces deux aspects-là, en fait, en parallèle. Mmh. Le côté mère, on me dit, c'est le soin de l'autre. Le soin de l'autre, prêter attention à l'autre, guider quelque part l'autre. Et le côté un peu plus, soit administratif, soit planificatrice, de pouvoir planifier des choses sur du long terme en sachant que, bah, l'incarnation 1 plus l'incarnation 2 va permettre de faire la 3, et enfin, il y a tout un schéma logique comme ça. C'est comme si elle avait ces 2 parts d'elle, au niveau de Mmh. l'âme qui doivent sûrement se retranscrire, dans son incarnation. Alors dans cet extrait que vous venez d'entendre, il y a plusieurs choses intéressantes sur lesquelles je vais rebondir. Premièrement, on va parler de libre arbitre. Pourquoi? Parce que je vous répète souvent que la notion de libre arbitre, c'est un paramètre fondamental de nos incarnations. Nous venons vivre cette expérience sur Terre avec un plan de vie, une sorte de planification assez détaillée de tout ce qu'on souhaiterait vivre. Ça, c'est la théorie. Puis vient la pratique, pratique durant laquelle on vit effectivement ces expériences, mais on a le libre arbitre de les accueillir, de les digérer de la manière qui est la nôtre sur le moment. Et donc parfois de manière assez éloignée à ce qui était initialement prévu. Le degré de libre arbitre est à mon sens un paramètre d'incarnation comme un autre. Ça veut dire que certaines âmes vont choisir d'avoir un libre arbitre limité, parce qu'elles veulent absolument expérimenter ce qu'elles ont inscrit dans le plan, quand d'autres vont s'accommoder, on va dire, de ce qui va se passer, en se disant que, quoi qu'il arrive, ce qui sera vécu sera une expérience intéressante pour l'âme, même si finalement ça s'éloigne du plan initial. Eh bien, en l'occurrence, pour les toutes premières incarnations de ces jeunes âmes, elles n'ont, à mon sens, ni le libre arbitre de la planification des expériences, de manière désincarnée donc, et très peu de libre arbitre une fois qu'elles sont dans l'incarnation. C'est ce qui est exprimé à travers cet extrait. Il y a comme une sorte de protocole, de passage obligé dans les premières incarnations.
C'est ce qui permet à la conscience qui s'incarne de s'adapter progressivement aux spécificités de ce qu'est l'incarnation sur Terre. Parce que oui, s'incarner sur ce plan terrestre, pour une âme, c'est pas forcément un état évident. C'est pas forcément quelque chose de facile à vivre, même si c'est une expérience exceptionnellement riche. C'est pas facile, notamment parce que ce qui caractérise cette Terre, c'est la dimension émotionnelle, l'intensité des états émotionnels qui vont nous traverser et qu'on va essayer d'appréhender comme on peut. Il faut comprendre que dans l'état désincarné qui est le nôtre, nous ne sommes pas traversés par toute cette palette d'émotions. Et plus précisément, il n'y a pas de peur, pas de colère, pas de tristesse, pas de jalousie, pas de rancœur, pas d'orgueil, pas d'état dépressif. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas tout ce qui fait que sur cette terre, quand on vit ces émotions, on peut se sentir complètement désemparé. Donc ça suppose un temps d'adaptation important pour une conscience qui s'incarne. Temps qui va se répartir sur les quelques premières incarnations, on va dire de 5 à 10, qui seront donc des incarnations assez simples, assez basiques. Des expériences pas trop bousculantes, mais qui vont permettre de commencer à toucher du doigt ce qu'on peut ressentir quand on est sur Terre. Dans ces toutes premières incarnations, l'un des enjeux sera aussi d'appréhender la particularité du corps physique, de ses possibilités et de ses limites. Ces jeunes âmes, elles auront souvent des expériences en lien avec leur identité, leur apparence physique. Ce seront des âmes qui auront donc un rapport particulier au corps, à l'image qu'elles voudront donner de ce corps. Vous comprenez donc que ces jeunes âmes, elles n'auront pas forcément d'intérêt pour la chose spirituelle. C'est pas du tout leur enjeu. Ça, c'est vraiment plutôt un truc d'âme expérimentée. Parce que plus on expérimente sur cette terre, plus on se rend compte que nous ne sommes pas cette enveloppe. Plus on se rend compte que nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience dans un corps de matière. Il y a un second point intéressant dans l'extrait que je vous ai diffusé en début d'épisode, c'est que, puisque ces jeunes âmes, elles n'ont pas l'expérience de l'incarnation sur cette terre, vous comprenez qu'elles doivent être aidées à l'écriture de leur plan d'incarnation. C'est notamment l'une des missions désincarnées de la consultante qui vient me voir dans cette séance. En clair, il y a tout un tas d'âmes expérimentées qui, justement, fortes de leur expérience et étant par ailleurs douées d'une grande empathie et d'un sens de l'organisation, vont dédier une partie de leur énergie à aider ces jeunes âmes. C'est un travail qui sera bien évidemment collectif et avec des âmes encore plus expérimentées qu'on peut assimiler à des guides spirituels. Ensuite, durant ce que sera l'incarnation de ces jeunes âmes, il y aura aussi un suivi particulier. Un peu comme on accompagnerait un enfant, en quelque sorte. C'est-à-dire que, du point de vue subtil, les guides spirituels et les consciences désincarnées, comme celle de cette consultante, surveilleront de près l'incarnation de leur protégé, afin que tout se passe selon le protocole qui a été mis en place. Au moment de la mort, là aussi, il va y avoir un accompagnement très important de ces âmes parce que c'est une étape qui n'est pas forcément simple à vivre, cette transition. Donc l'objectif de tous ces accompagnants sera de cocooner ces âmes pour les rassurer, leur faire prendre conscience de ce nouvel état et de la pièce de théâtre qu'ils viennent tout juste de quitter. Alors pour terminer cet épisode, j'ai souhaité recueillir le témoignage de Virginie Bobet, médium que je n'ai plus besoin de présenter puisqu'elle est intervenue à plusieurs reprises dans ce podcast et que je n'ai de cesse de parler de son merveilleux ouvrage écrit en collaboration avec Violette Germont et qui s'intitule « Suis ton âme, elle connaît le chemin ». Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast, prochain numéro qui abordera l'énergie des couleurs. Ah, les premières incarnations sur la Terre. Bon, alors déjà, on vient pas sur la Terre de manière par hasard, comme ça. On a été guidé. En général, on a eu déjà une très très bonne expérience dans des corps humanoïdes, avec des consciences plus ou moins éveillées, technologiquement également plus ou moins développées. Donc on connaît en général le corps humanoïde et puis on connaît un petit peu les états de conscience, etc. Bon, n'empêche que la Terre c'est quand même bien particulier, déjà pour plusieurs raisons. Parce que sur la Terre, eh bien, on est
peu connecté à la source, on se rappelle plus qui l'on est, c'est-à-dire qu'on est une âme, etc. Et puis on a un corps avec beaucoup d'émotions, et ça c'est un peu particulier par rapport aux autres expériences qu'a pu faire notre jeune âme. Bon, n'empêche, quand elle a envie de venir sur la Terre, eh bien elle va étudier la Terre. Elle va étudier la Terre un petit peu théoriquement, elle va être accompagnée par des êtres, pour ceux-là qui connaissent bien la Terre. Et puis on va voir si elle est apte finalement à accéder à la Terre au niveau énergétique, au niveau développement de son âme. Et puis elle va aussi venir faire des petits stages sans être incarnée sur la Terre pour voir de façon un petit peu plus concrète comment les humains évoluent, comment ils s'en sortent, comment ça fonctionne tout ça. Et puis à un moment donné, elle choisit une vie. Alors au début, c'est des vies, si j'ai cru comprendre, c'est des vies assez courtes, assez simples, parce que déjà passer par un ventre humain, c'est déjà une étape. Puis après naître, c'est déjà beaucoup. Et ça, déjà, ça peut prendre plusieurs vies. Et puis ensuite, eh bien, on va rallonger un petit peu la vie comme ça, où on va essayer d'être un enfant, d'être un ado, et puis après d'être un adulte. Alors les premières vies, c'est pas toujours facile. Les défis sont adaptés, bien sûr, à l'âme et où elle en est. Elle va alors être de plus en plus, on va dire, à l'aise avec son corps physique, avec ses émotions, et elle va s'inscrire dans une espèce de déterminisme au fur et à mesure de ce qu'elle va vivre sur la Terre. Ça peut peut-être nous expliquer pourquoi aussi il y a des êtres qui sont mal adaptés à la société, mal adaptés à leur émotionnel, etc. Peut-être que ce sont de sortes de garde-fous lorsqu'on en est une jeune âme et que l'on cherche encore à s'habituer et donc à parfaire toutes ces données qui sont tout à fait nouvelles. Puis l'objectif, c'est effectivement au fur et à mesure de grandir et de se développer. C'est pour ça qu'en général, eh bien, on s'engage sur une série de vies qui va faire de nous non plus une jeune âme, mais une âme de plus en plus aguerrie, de plus en plus consciente et de plus en plus connectée à son âme, de plus en plus connectée à l'amour, de plus en plus consciente des interactions qu'elle a avec elle-même, avec l'univers et puis avec les autres.